Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, bien sûr, on va parler du congédiement de Robert Saleh. Congédiement surprise de la part des Jets de New York, surtout le timing de tout ça. Alors, on va en discuter avec Marc-André. Les Jets qui vont affronter les Bills de Buffalo. En plus de ça, lundi soir prochain, alors tous les yeux de la NFL seront tournés vers cet affrontement. Et on va bien sûr parler de toutes les autres rencontres qui seront présentées au cours de la sixième semaine d'activité. Et j'ai une entrevue également pour vous cette semaine. Il s'agit, j'ai reçu comme invité Henry Hodgson, qui est le DG de la NFL au Royaume-Uni et en Irlande. Alors, on va parler de cette série de matchs internationaux qui ont lieu à Londres. Ça avait commencé la semaine dernière avec le duel des Jets contre les Vikings du Minnesota. Marc-André va y aller, comme à l'habitude, bien sûr, de ses conseils fantasy football qui faire jouer quel joueur qu'on doit inclure au banc lors de la sixième semaine d'activité. On va terminer l'épisode en beauté en répondant à vos questions. Oui, vous nous avez envoyé plusieurs questions vidéo, ce qu'on apprécie grandement. Alors, je vais tenter de répondre à vos questions du mieux que je peux. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André. On n'a pas le choix de commencer en parlant du congédiement de Robert Saleh des Jets de New York. Alors, on aime commencer les épisodes avec nos réactions excessives. Je vais te laisser y aller en premier, Marc-André. Quelle est ta réaction excessive à la suite des rencontres de la cinquième semaine? C'était quand même difficile pour moi de donner dans l'excès cette semaine après ma réaction sur Jalen Hurts la semaine dernière. Alors, pour cette semaine, je pense que sans Christian McCaffrey, sans un retour de Christian McCaffrey prochainement, les 49ers ne participeront pas aux éliminatoires. C'est pas super excessif Ouh, j'aime puisque les ça. 49ers ont une fiche de 2-3. Ils ont une fiche de 0-3 dans leur association, de 0-2 dans leur division, mais ils sont quand même à un match des Seahawks de Seattle. Et on a un affrontement super intéressant cette semaine entre ces deux formations-là. Et je regarde vraiment les 49ers en ce moment, leur calendrier pour les prochains matchs. On affronte à l'étranger, on affronte Seattle, on affronte ensuite Kansas City à domicile, on affronte Dallas à domicile, Tampa Bay sur la route, Seattle à domicile, encore une fois, Green Bay sur la route et Buffalo sur la route. Je vois vraiment les 49ers avoir de la difficulté à jouer pour plus de 500. Ben là, on ne peut pas jouer pour plus de 500, il y a ces matchs, mais à avoir une fiche gagnante lors de ces duels-là. Donc, pour moi, les 49ers sont dans l'eau chaude. Ils ne participeront pas aux éliminatoires. Ah, ouais, ça, ce serait toute une surprise si ça arrive, mais c'est vrai de la façon dont les Niners jouent, ça commence à devenir inquiétant, mais c'est quand même une équipe qui regorge toujours de talent. Bref, on verra si sa réaction excessive va devenir réalité. Pour moi, ma réaction excessive, c'est que les Jets de New York ne gagneront pas un autre match d'ici la fin de la saison régulière à la suite du congédiement de Robert Saleh. OK, Robert Sala, bon, tu le sais, on en a parlé lors des dernières années. Pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était un bon entraîneur. Il a définitivement prouvé qu'il n'était pas un leader. Mais toutefois, le timing de son congédiement, Marc-André, on a une fiche de 2 victoires et 3 défaites. L'affrontement contre les Bills de Buffalo de lundi soir prochain, ça va être pour le premier rang de la section S de l'association américaine. C'est pas comme si les Jets avaient un début de saison désastreux. Puis encore une fois, je suis pas un fan de Robert Sala, mais si on était pour faire un changement au sein du groupe d'entraîneurs, c'est Nathaniel Hackett, le coordinateur à l'attaque, qui aurait dû écoper. Je voyais ça sur Twitter. Les Jets, après 5 rencontres, ont marqué 93 points. Ça, c'est exactement le même total de points qu'on avait marqué l'année dernière après nos 5 premiers matchs de la saison avec Zach Wilson au poste de quart. Nathaniel Hackett, on l'a vu, lorsqu'il était à Denver, il avait été un désastre. Puis il est toujours un désastre du côté des Jets de New York. Alors pour moi, c'est ça ma réaction excessive. Les Jets de New York ne gagneront pas un autre match d'ici la fin de la saison régulière. Ça va être le désastre complet. Aaron Rodgers va se faire huer dans des matchs à domicile par les partisans new-yorkais. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs problèmes à New York, puis je pense que Robert Saleh, c'était pas le plus pressant. Tu dis que c'est pas un mauvais entraîneur, mais moi, je pense que c'est encore un cas du fait que le proprio s'émisse dans les choses, dans les affaires courantes de l'équipe, puis il est trop présent, le propriétaire Woody Johnson. C'est la même chose en Caroline, ce qui se passe. Fait qu'on voit que ça donne, qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne des organisations dysfonctionnelles. Et on voit pas ça juste au football. On se souvient du propriétaire des Clippers au basket. Je veux dire, je pense que
encore là, il faut que le propriétaire laisse vraiment ses hommes, le DG, l'entraîneur-chef gérer ça. Je pense que Robert Saleh, là-dedans, était juste une marionnette, n'avait pas le gros bout du bâton dans cette affaire-là. Et il y a le cas Aaron Rodgers aussi, qui, selon moi, manque de leadership. Honnêtement, Didier, on va se le dire cette année, Aaron Rodgers, il est pas bon. Il est juste pas bon. Il complète 55 de ses passes. La semaine dernière, il a lancé 3 interceptions en troisième essai. On a de la pression. On n'est pas bon sur le terrain. Il n'est pas bon. Il n'est plus le Aaron Rodgers qui va se retrouver au temple de la renommée. Il n'est plus le Aaron Rodgers des Packers de Green Bay qui a remporté un Super Bowl. Il faut se rendre à l'évidence. Aaron Rodgers, euh, ses capacités sur le terrain ont grandement diminué et son leadership, on le questionne encore. Et j'écoutais justement Shannon Sharp hier dire que justement, on revient déjà au camp d'entraînement, tu sais, les fameux mini-camps obligatoires que Aaron Rodgers a raté du côté des Jets. Mais ça a créé un précédent. Il n'y a personne qui est plus gros qu'une équipe dans un sport au football, ou dans un sport d'équipe tout court, au hockey, même chose. Je pense que Aaron Rodgers, on lui a permis de faire des choses, ça a envoyé un mauvais message à ses coéquipiers. Shannon Sharp donnait comme exemple de meilleurs coéquipiers comme Tom Brady ou Peyton Manning, qui, Brady, on s'en souvient, pendant la pandémie, il avait signé avec les Buccaneers et on le voyait être mis à l'amende parce qu'il organisait des entraînements dans des parcs, dans des stationnements clandestins pour pouvoir, à tout le moins, il était dédié à la cause, Didier à la cause dédiée de son équipe. Même chose pour Peyton Manning. C'est ça qui manque avec Aaron Rodgers, c'est d'être dédié, c'est d'avoir un engagement vraiment envers les Jets. Il y a plusieurs choses qui clochent du côté des Jets, mais je pense que Robert Saleh, c'était vraiment pas une priorité en ce moment. Ouais, t'en as dit beaucoup, puis il y a beaucoup de choses qui étaient vraies Ouais, dans ce que tu as dit. Bon, tout d'abord, les Jets, ils devaient savoir à qui ils faisaient affaire. Le comportement d'Aaron Rodgers, pour moi, est pas surprenant. Aaron Rodgers, souviens-toi, il critiquait Mike McCarthy à l'époque, malgré le fait que les Packers terminaient au premier rang de la section nord de la nationale dans le temps. Si tu vas avoir, si tu amènes Aaron Rodgers, il faut que tu aies un entraîneur-chef qui a une tête forte également. Parce que Aaron Rodgers, il a une tête forte. Il faut que tu aies un entraîneur-chef qui est établi, qui a des couilles. Puis c'était pas le cas avec Robert Saleh. Donc, dès le départ, on pouvait anticiper qu'une situation de la sorte allait se développer si les Jets n'allaient pas gagner. Alors, ça en vient au manque de leadership de Robert Saleh. Il n'était pas l'homme de la situation. Mais c'est vrai également, il y a plusieurs choses que tu as dit qui sont vraies. Parce qu'il y a plus d'une chose qui peut être vraie, notamment du côté des Jets de New York. Tu as un entraîneur-chef, Robert Saleh, qui était en poste avant l'arrivée de Rodgers. Puis là, tu ne le laisses même pas sélectionner son coordinateur à l'attaque. Tu te dis, bon, ben, on ouais. va amener Nathaniel Hackett parce que c'est le choix d'Aaron Rodgers. Mais Nathaniel Hackett nous a prouvé qu'il n'est pas bon. Même apparemment que durant la saison morte, Robert Saleh voulait effectuer un changement au poste de coordinateur à l'attaque, mais les Jets n'ont pas voulu le laisser faire ça. Alors ça t'indique que du côté de Woody Johnson, le propriétaire des Jets, mais lui, il est du côté d'Aaron Rodgers, peu importe. Mais ton entraîneur-chef doit être ton leader. Salah n'est pas un bon leader, mais le propriétaire a lui à son leadership également, parce que ça crève les yeux que Nathaniel Hackett n'est pas un bon coordinateur à l'attaque. La semaine dernière, on a ciblé Garrett Wilson plus d'une vingtaine de fois contre les Vikings du Minnesota, mais Wilson avait seulement une moyenne de 7 verges par réception. On n'attaque pas les zones profondes. Le jeu au sol est inexistant. Puis ça nous amène à parler du match contre les Bills de Buffalo de cette semaine. Écoute, tu mises sur deux porteurs de ballon talentueux en Brees Hall et la superbe recrue Braylon Allen. Les deux combinés, Marc-André, la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota, 14 courses seulement. 14 courses pour 36 verges. Comment tu peux juste courir 14 fois avec le ballon avec ces deux joueurs-là dans un match qui a été serré? Alors, c'est ça, il y a plusieurs facteurs. Bref, les Jets, ce sont les Jets. Ils sont même pas capables d'y aller d'un congédiement au bon moment. Même le congédiement de Robert Saleh, ils ont échoué à ça. Le timing est vraiment bizarre. C'est la raison pour laquelle les Jets de New York ont rien gagné depuis 1967, depuis Super Bowl 3, depuis la garantie de Joe Namath. C'est la raison pour laquelle les Jets de New York sont l'équipe qui possède la plus longue dizaine sans participation au match éliminatoire. C'est pas une coïncidence, tout ça. Les Jets ne sont pas une bonne organisation, peu importe qui est le propriétaire. Là, on vient d'en voir un autre exemple.
Je pense qu'un DG doit avoir des comptes à rendre à un propriétaire, mais ne doit pas s'immiscer dans les décisions football. Sa job, le propriétaire, théoriquement, c'est pas une tête de football, le propriétaire. Je comprends que c'est plus il rejoint plus les partisans que les décideurs de football. Et il y a aussi le fait que chez les Jets, on n'a jamais vraiment réglé le problème au poste de quart. 6 quarts partants ont été derrière le centre, ont été dans la mêlée sous Robert Saleh. Ça, c'est un autre problème, Didier. Oui et non. Oui, oui, c'est un problème, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a des cas qu'on a eus qui étaient bons. Regarde Joe Flacco. Qu'est-ce que Flacco a fait la saison dernière avec les Browns de Cleveland? Qu'est-ce qu'il fait présentement avec les Colts d'Indianapolis? Il y a 2 ans, il portait l'uniforme des Jets. À un certain moment, il avait remplacé Zach Wilson, puis ça n'avait pas bien été. C'est au sein de l'organisation le problème. Même là, je suis en train de me demander, est-ce que Zach Wilson, on va pas assister à sa renaissance éventuellement, un peu à la Sam Darnold, un peu à la Baker Mayfield? Euh, Parce que vraiment, les Jets ont démontré qu'ils n'étaient pas en mesure de développer des carrières. On a plusieurs problèmes au sein de cette organisation-là. Donc, oui, ça a eu plusieurs carrières, mais encore une fois, j'en reviens pas. C'est à quel point les Jets sont pourris en termes d'organisation, parce que là, ils me forcent à défendre Robert Saleh, même si Saleh nous a prouvé qu'il n'était pas un bon entraîneur, qu'il n'était pas un bon leader, mais c'est une combinaison de tout ça qui fait en sorte que les Jets se retrouvent dans la situation actuelle. Peut-être que le congédiement de Salah va donner un boost, va énergiser l'équipe Mm. pour la période d'un match peut-être contre les Bills. Mais je ne crois pas que ça va faire en sorte que les Jets, soudainement, vont se mettre en marche, vont connaître une séquence victorieuse puis qu'ils vont participer aux éliminatoires. Parce que, comme tu l'as dit, Aaron Rodgers, il paraît vieux. Là. Il n'est plus le carrière Aaron Rodgers qu'on a connu, qui a été un des meilleurs carrières dans l'histoire de la NFL. La semaine après semaine, il se fait tabasser. Tu l'as vu à la fin de la rencontre contre les Mm. Vikings, il était affecté par la pression. La pression arrivait, il se débarrassait rapidement du ballon, a été victime de 3 interceptions. Il est âgé dans la quarantaine. Ça ne va pas alors s'améliorer. Pour moi, Robert Saleh, je veux pas, ça demeure. C'est un cas de. Il est meilleur. C'est un meilleur coordonnateur défensif qu'un entraîneur-chef. On parle vraiment de leadership parce qu'on n'a rien on peut rien dire contre la défense des Jets sous sa tutelle. Elle a été vraiment dominante. Et c'est la même chose pour lorsqu'il il était le coordonnateur défensif de la défense à San Francisco avant ça. Donc, pour moi, c'est vraiment le cas que c'est ça. Manque de leadership. Puis justement, je pense pas qu'il y avait vraiment tout le temps le point final ou son mot à dire dans les décisions. Je pense que ça venait plutôt du Ah, deuxième étage. C'est ouais. la même chose qui se passe en Caroline avec David Tepper. Fait que, je veux dire, puis on constate que c'est le même produit ou c'est le même résultat qu'on a sur le terrain lorsque vraiment au deuxième étage, euh, c'est chancelant à ce niveau-là, au niveau de la hiérarchie même. Qui fait quoi, qui prend les décisions, qui se rapporte à qui. Lorsqu'on est mêlé chez les dirigeants, ben, ça donne une équipe mêlée sur le terrain. Ben, et clairement, Aaron Rodgers, lui, se rapporte directement au propriétaire de l'équipe. Il ne se Ah rapportait ouais. pas à Robert Saleh, là. Ça, en tout cas, de l'extérieur, d'où on est, ça crève les yeux. Mais tu as parlé de l'unité défensive des Jets. La semaine dernière, en Angleterre, contre les Vikings du Minnesota, elle n'aurait pas pu faire plus. Elle a tout de même limité les Vikings à seulement 254 verges. On a provoqué 2 revirements. À plusieurs reprises, on a forcé des bottées de dégagement. On a gardé les Jets dans le match. Défensivement, ça a vraiment été une bonne performance de la part des Jets de New York. Puis tout ça, c'est contre les Vikings qui ont une fiche de 5-0, qui sont invaincus, qui depuis le début de la saison sont la meilleure équipe de la NFL après 5 semaines d'activité. Donc, c'est pas comme ça on a subi un revers humiliant. Ça aurait été autre chose si on s'était complètement fait déclasser par les Vikings. On aurait pu facilement gagner ce match-là du côté des Jets de New York. Alors, vraiment, encore une fois, les Jets qui sont les Jets. Puis là, ils vont affronter les Bills de Buffalo, les Bills qui ont perdu la semaine dernière contre les Texans de Houston. Et Sean McDermott, moi, je n'ai pas compris la fin de la rencontre. On avait une possession profondément dans notre territoire. Au lieu d'essayer d'écouler le temps, on a sélectionné 3 passes de suite, passes incomplètes les 3 fois. Ça a permis aux Texans de prendre possession du ballon et d'y aller du botté de la victoire de Furman sur 59 verges en plus. Encore une fois, ça fait plusieurs fois que ça arrive depuis que Sean McDermott est entraîneur-chef des Bills de Buffalo. Il fait des erreurs en termes de gestion de match, surtout à la fin des rencontres, que ce soit à la fin de la première demi ou à la fin du quatrième quart. C'est un problème qui ne disparaît pas. Puis en plus de ça, Josh Allen,
clairement, il avait subi une commotion cérébrale. Puis ça, j'en reviens pas qu'on l'a Mhm. laissé revenir Ouais. dans le match. Je sais pas si tu l'as vu, sa tête qui a donné lourdement Mhm. contre la surface de gazon synthétique. Il est tombé au sol comme une poupée de chiffon. Tu peux pas me dire qu'il n'a pas été victime d'une commotion cérébrale. Puis ça l'a affecté après ça quand il est revenu dans le match. En tout cas, pour les Bills de Buffalo qui vont affronter les Jets, je crois que les Jets vont avoir un boost d'énergie pour un match parce que Buffalo joue mal défensivement. Les Bills, je pense que toutes les équipes qui les ont affrontés, mis à part les Jaguars de Jacksonville, ont été capables de courir avec succès avec le ballon. Le coordinateur de la défense des Jets est maintenant l'entraîneur-chef par intérim. Seule chose qu'on sait des coordinateurs défensifs, eux, ils aiment ça courir avec le ballon pour raccourcir la durée de la rencontre, pour donner du repos à la défense. Je pense que ça va avoir un petit effet pour les Jets. Alors, je vais choisir New York afin de l'emporter. Mais n'oublie pas ma réaction excessive parce que j'ai dit que Oui. les Jets n'avaient pas gagné un autre match cette année. Alors, je me contredire un Le roi peu, des, mais, le roi des mais j'aime pas ce que je contradictions. vois de la part de Buffalo. Ouais, mais c'est surtout que j'aime pas ce que je vois de la part des Bills. Alors, tu dis Qui tu que Jeff choisis, toi, pour ce Ulbrich, match-là? Jeff Ulbrich, à son premier match comme entraîneur-chef par intérim, va gagner cette rencontre-là. Moi, non, pas les Jets. Je vais prendre les Bills. Le problème avec les Bills, c'est qu'il va falloir vraiment faire un meilleur travail au niveau des revirements. On a un différentiel de -7 au niveau des revirements cette saison. Ça sera important vraiment la gestion du ballon sera importante. Et tu parlais de Sean McDermott, ça aurait pu être ma réaction excessive, j'ai pas pensé. Est-ce qu'il pourrait être le prochain entraîneur-chef congédié dans la NFL? Ça se pourrait, ça se pourrait. Mais je vais quand même prendre les Bills. 2 défaites de suite. L'équipe de Josh Allen et les Bills vont vraiment rebondir pour l'emporter. On passe maintenant. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, oui, on a assez parlé des Jets. Je pense que c'est la dernière fois cette saison qu'on passe autant de temps à parler des Jets. Duel, justement, dans le sud de l'Association nationale. On en parlait quelque peu tout à l'heure. Les 49ers de San Francisco vont s'en aller à Seattle pour y affronter les Seahawks. Après Dans un. l'Ouest de la nationale, tu veux dire. J'ai dit quoi, le sud? Ouais. Ouais, dans l'Ouest, pardon, pardon, pardon. Après un départ de 3 victoires de suite, un départ de 3-0, ben, ça va moins bien pour les Seahawks de Seattle et c'est notamment la défense qui se fait malmener lors des 2 derniers matchs. Ouais, puis moi, je voulais commencer en parlant de la défense des 49ers de San Francisco parce que contre les Cardinals de l'Arizona, on n'a pas été capable de fermer la porte. À la fin du quatrième quart, on a accordé 169 verges au sol aux Cardinals. Bon, je comprends qu'on avait perdu les services de notre botteur de précision qui a subi une entorse à une cheville en tentant un plaqué. Je ne sais pas si tu l'as vu, il s'est fait passer sur le corps. Son pied est resté pris en dessous de lui. Ça avait vraiment l'air douloureux. Bref, alors ça, c'est une des raisons pour laquelle ben là, on ne pouvait plus tenter de botter de précision du côté des Niners, mais la défense de San Francisco, souviens-toi, on en avait parlé durant l'été avec le changement de coordonnateur, comment cette défense-là allait jouer, et puis elle me laisse vraiment sur mon appétit. Une autre chose, Brock Purdy, par moment, il conserve trop longtemps le ballon. Là. Contre les Hmm. Cardinals, il y a eu 2 jeux où je pense qu'il a conservé le ballon pendant une dizaine de secondes. Une fois, ça a marché, l'autre fois, il a été victime d'un revirement. Il doit se débarrasser du ballon. Je pense qu'il a joué son pire match depuis le début de la saison, lui qui a été solide lors des 4 premiers matchs de la saison. Mais là, il a connu beaucoup d'ennuis, j'ai trouvé, la semaine dernière. Mais là, peut-être la défense des Seahawks, ça va être le remède pour les 49ers de San Francisco, parce que tu en parlais, défensivement, oui, il y a plusieurs blessés du côté des Seahawks, mais je crois vraiment que Mike McDonald aurait eu un plus gros impact au sein de l'unité défensive. On s'en rend compte, surtout lors des 2 dernières semaines. On en arrache défensivement là, à Seattle. Pour les 49ers, j'imagine, je pense que leur ancien coordinateur défensif, il y en a un qui est disponible. Ça peut peut-être régler la situation s'il veut revenir au bercail. Non, non, je fais des farces, je fais des farces. Non, mais c'est possible. Du Qui coup, sait, peut-être dans un rôle de consultant, on ne sait pas. Ça vaut la peine, pareil, de le mentionner. exact. Je trouve que les 49ers, ça va quand même de mieux en mieux depuis quelques semaines. On a enfin vu Brandon Ayuk connaître un fort match lors de la semaine En numéro 5 attaque, tu avec veux dire, oui. 147. L'attaque, oui, 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 oui. L'attaque du côté, je trouve que, tu sais, on a retrouvé nos éléments. Debo Samuel avait manqué un match, ça fait 2 matchs. Il a été quand même assez invisible, mais quand même, on voit qu'on retrouve vraiment nos éléments importants en attaque du côté des 49ers. Même chose pour George Kittle. Mais oui, la défense des Seahawks, c'est un problème. On a accordé 809 verges à l'adversaire
en 2 matchs. Je peux pas faire Ouf. et on s'entend là-dessus, il y a les Giants de New York là, qui nous ont piétinés. Je veux pas quand que les Giants connaissent un fort match, en attaque, ben, il y a un problème selon moi. Marc-André, Mais oui, Marc-André, on a accordé 420 verges aux Giants de New York. Les Giants ont été en possession du ballon pendant 37 minutes. 37 minutes. ça a pas Imagine-toi, de Devin sens. Singletary n'était même pas en uniforme. Là. Même Daniel Jones a bien paru. Tyron Tracy a un festin, la recrue du côté des Giants, quelque chose comme 127 verges, plus de 100 verges en tout cas. Mais je pense que moi, je vais prendre les 49ers dans ce match-là parce que j'ai quand même. Je trouve que la ligne à l'attaque des Seahawks fait vraiment dur, Didier, en ce moment. Je pense que oui, on a parlé de la défense et qu'elle te laisse sur son appétit, mais je pense qu'on a quand même on dit des playmakers, on a quand même des joueurs habiles, on a des joueurs talentueux, on a des joueurs étoiles dans cette défense-là qui vont faire la différence jeudi soir. Donc, je prends les 49ers pour l'emporter sur les Seahawks. Mike McDonald a besoin de prendre contrôle de son équipe. En particulier, là, il a besoin d'avoir une conversation avec son coordinateur à l'attaque, Ryan Grubb. Parce que je ne sais pas pourquoi Grubb s'obstine à être unidimensionnel. Ça avait été le cas il y a 2 semaines à Détroit. Même contre les Giants, seulement 11 courses, dont 4 ont été par Geno Smith. Donc, ça veut dire ça, tu as juste eu 7 courses avec Walker et Charbonnet. Écoute, Kenneth Walker, lorsqu'il a le ballon dans ses mains, c'est un des meilleurs coureurs de la NFL. Le seul problème, c'est qu'il est souvent blessé. Mais là, il est là en santé. Il faut en profiter. 40 passes tentées pour Geno Smith. Il a été victime de 7 sacs du corps. Donc, en n'utilisant pas le jeu au sol, ben, t'exposes cette ligne à l'attaque-là qui est moyenne en protection. Ça fait pas de sens. Et surtout contre les Giants de New York, on jouait contre une équipe qui a une très bonne ligne défensive. Alors ça, là, je ne comprends pas ça. On doit avoir plus d'équilibre du côté de l'attaque de Seattle, non seulement pour protéger Geno Smith, mais également pour protéger notre défense pour qu'elle soit moins présente sur le terrain. Alors, Donc, après tout ça, ben, moi, je choisis les 49ers pour l'emporter. Ouais. également, donc deux 49ers. Les Jaguars de Jacksonville vont affronter les Bears du côté de Londres en Angleterre. Les Jaguars, c'est la pire défense contre la passe dans la NFL cette saison, tandis que, à l'inverse, les Bears sont l'une des meilleures contre la passe. Je m'attends à un autre bon match, personnellement, de Caleb Williams. Ouais, finalement, les Jaguars de Jacksonville qui ont gagné un premier match cette saison. Trevor Lawrence, 371 verges par la passe, 2 passes de toucher, une interception. C'est contre les Colts d'Indianapolis. Alors, c'est pour ça, je ne vais pas mettre un astérix à côté de la victoire des Jaguars. Les Colts sont bel et bien partis de la NFL. Mais mon Dieu, que leur défense à Indianapolis, elle est vraiment mauvaise. Brian Thomas, receveur recru, encore une fois, il a été éblouissant. Quel joueur ça! Ça a vraiment été un bon choix au repêchage. Et il y a Tank Bixby dans le champ arrière. On assiste à son émergence. Il a gagné plus de 100 verges. On utilise de moins en moins Travis Etienne, qui est vraiment pas productif depuis l'année dernière. Encore une fois, Doug Peterson, égal à lui-même, Marc-André, il a refusé 3 points en première demi. Ça aurait pu coûter le Mhm. match aux Jaguars de Jacksonville. Pourquoi on est au premier quart? Pourquoi tu essaies de convertir un quatrième essai alors que tu es en position justement d'aller chercher un botté de précision? En tout cas, moi, ça me dépasse. Bref, je suis pas sûr qu'il y a quelque chose qui a changé du côté de Jacksonville. Encore une fois, la défense des Colts a été mauvaise. On a été en mesure d'en abuser. Mais défensivement, on a accordé plus de 350 verges par la passe à Joe Flacco. Alors, Caleb Williams qui s'améliore là chaque semaine. J'ai vu une progression de la part de Caleb Mhm. Williams. Williams. Le coordinateur à l'attaque utilise plus le jeu au sol. On a tenté 29 passes la semaine dernière. On a couru 39 fois avec le ballon. Alors, ça, c'est une très bonne recette pour Chicago. On va jouer à domicile. Williams vient de connaître son deuxième match de suite au cours duquel il a amassé plus de 300 verges par la passe. Je crois que les Bears vont gagner un autre match. Je l'ai choisi afin de l'emporter contre les Jaguars. Oh là là, quand même. Les Jaguars je ne sais pas si Trevor Lawrence ou l'attaque est réparée, mais on a quand même inscrit 57 points à nos 2 derniers matchs du côté de Jacksonville. C'est quand même, c'est quand même pas si pire. Je suis pas prêt à dire que Doug Peterson a trouvé la solution pour relancer cette équipe-là parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais j'ai bien hâte de voir ce que Trevor Lawrence va faire comme la défense des Bears, qui, comme je le disais, est quand même excellente contre la passe. Et, je trouve que les Bears aussi, Didier, on a retrouvé quand même un certain jeu au sol hein, dernièrement. C'est sûr que les affrontements étaient quand même assez favorables. On parle des Rams, on parle des Panthers la semaine dernière. Là, on affronte les Jaguars. Puis la semaine prochaine, les Commanders, ensuite les Cards, les Pats.
les Packers. Je veux dire, on voit que DeAndre Swift a quand même quelques semaines pour se mettre en valeur ou pour se faire valoir vraiment. Je pense que les Bears vont connaître du succès au sol, disons, dans le prochain mois. Personnellement, je pense aussi que les Bears vont l'emporter parce que les Jaguars, je les ai pris pour gagner la semaine dernière. J'ai eu la main heureuse. Je ne m'essaie pas 2 semaines. Je m'essaie pas 2 semaines de suite. Je pousserai pas ma luck, comme on dit. Je prends les Bears qui vont gagner à Londres cette semaine. Je vais avoir la chance d'être à la description de cette rencontre qui sera présentée à Londres. Ça va avoir lieu dimanche matin à 9h30. Je serai à la description en compagnie de Danny Desrivaux, comme dimanche matin dernier lors du duel entre les Jets et les Vikings du Minnesota. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Henry Hodgson, qui est le DG de la NFL au Royaume-Uni et en Irlande. Et je lui ai parlé justement des rencontres qui sont présentées à Londres cette année, mais également des projets de la NFL au cours de l'avenir pour ce qui est des matchs présentés à Londres. Alors, je vous invite à écouter, à regarder cette entrevue. Well, Henry, first of all, thanks for accepting our invitation. It's great to be here. Thank you very much for having me. I know it's a very busy week for yourself and everyone involved with NFL International. Talk to us about those two upcoming games in London, starting with the one on Sunday. How much preparation is going into those games? There's a lot of preparation going into the two games that are coming up in the next couple of weeks at Tottenham Hotspur Stadium here in London, and then one the following week after that at Wembley Stadium. We're really excited about the three matchups that are coming up in London, and it's something that we've been preparing for a long time now. Obviously, the UK's hosted games now for 17 consecutive years, so we're pretty used to doing that. But at the same time, we need to make sure that every single one of the games, delivers what our fans expect, which is like a really amazing experience, and something that brings the NFL to them in the UK for in some cases for the first time they'll have ever had a chance to be around the sport and see it. Yeah, the first game in the UK, you just alluded to it, was in 2007. The New York Giants played the Miami Dolphins. Back then, it was such a big deal, to have two NFL teams going across the pond to play a regular season game. How much has that evolved? How much the teams are more open, to that experience 17 years later? Yeah, I think we've sort of evolved and changed kind of how we treat those games, but I think what's consistent is still the excitement that comes for fans in the UK that the NFL's coming to the market. It's pretty unique that there's any sport playing regular season games that really matter outside of their home country, and so our fans appreciate that. They love seeing it. But you're right, things have evolved a lot since then. Obviously, we're now playing 3 games rather than 1. That's a big difference. We've done lots of new things around the games, in terms of fan events and experimenting with all kind of the elements outside of just the Sunday, to make sure that they're really impactful in the city. And I think this year, kind of the biggest and most exciting difference is that of the 5 teams that are playing in London, 4 of them are teams that are part of the Global Markets program and are focused on the UK. So for those clubs, there's really a lot at stake in terms of their opportunity to leverage this to grow their fan base in the UK. Yeah, what can you tell us about that global experiment that you just mentioned? Because there are some teams who are now in line with certain countries. This is Exactly. basically certain countries have become the territory, so to speak, of certain NFL teams. Can you explain that for the viewers? Yeah, sure. So the Global Markets Program was something that was started 3 years ago. And the goal is really, how do you get the teams to be able to market themselves and grow their brands in specific markets that they've chosen? So, for example, in the UK, there are 6 clubs that have made that investment in growing in this market. And it allows them to both create marketing opportunities for themselves. As I say, it's, how do you develop fans, but also potentially some media opportunities and commercial opportunities so that they can also drive some revenue from the new fandom that they grow. But really, we're at the stage in the UK and probably in a lot of the markets that we're investing in globally from a league perspective, that you're still trying to bring in new fans. And the best way to do that, as we know, is
to fall in love with a team, to have a favorite team or favorite players. And so having the clubs involved in doing this process with us allows us to do that much more effectively. Yeah, and another way to have the fans to fall in love with the game is also to have, some players from the UK playing in the NFL. I know the Right. NFL has some academy now, across the pond. Can you tell us about that and how much that has helped to grow the game in the UK? Yes, the NFL Academy is a really, really exciting program for us here, and it's based in the UK, but I would say it's a global program in that what we're taking is really great elite athletes at a high school age, age of 16 to 18 years old, from across the world, and giving them an opportunity both to get a great education, but also then to get a really deeply immersive experience in playing football, playing high school football. And I think Canada probably a little bit different, but in a lot of other markets around the world, football's, if you're going to take it up, you might take it up at quite a late age. It might be when you're at university, sort of 18 years plus. And we know that that's a very short time period to be able to learn the intricacies and the techniques needed to be really successful in the sport. So having the program here in the UK allows these young players to, as I say, get really what's the equivalent of a very, very high level high school football education. Some of them have never experienced the sport before, so they're coming from a relatively low base, but because they're great athletes, they're getting a chance, hopefully, to then go, and we've seen this in lots of cases, to go and win NCAA scholarships, to go and play college football, and really the outcome we're hoping for is that some of those guys will get a chance to play in the NFL as well. And back to your point, that means that there'll be more local players from other countries than the US playing in the NFL, and fans will be able to say, that's my guy. This is someone who I know their background, I know where they've come from, and I'm going to follow their NFL career. Yeah, during the past few years, we heard rumors about perhaps having an expansion team in the UK or having a team, play perhaps all of its home regular season game in the UK. In your opinion, how close are we, to see that perhaps? Yeah, I get asked this one a lot. I think the answer that I give is that what we can control from the NFL standpoint in the UK, the office that's based here in London, is creating the right conditions that if that opportunity came to us, we'd be able to take advantage of it. So the right conditions, at least in my mind, are there enough fans in the market? And I think we're certainly showing that that's the case, and we're selling out games here. The 3 that we have coming up in the next few weeks are all sold out. Do we have the right stadiums and the right opportunity to play games here? And certainly with Tottenham Hotspur Stadium, which is the only purpose-built NFL stadium outside of the US, we can check that box for sure. And Wembley Stadium also hosts the Jaguars game here in London, and is another iconic global stadium that has hosted many NFL games as well. Do we have the right support from national and local government? Do they would they support the NFL team here? And I think we're developing that for sure in this market. So I think some of the things that then remain outstanding are probably some things that are a bit outside of our control around logistics. How easy truly is it to travel teams to London? If there was if a London team made the playoffs, for example, and suddenly they've got to host a home game a week later, how simple is it for another club to fly here then? And then I think the last piece, and the piece that's certainly most out of our control, is if all those things do happen, is there an NFL owner that wants to move his franchise? And we know that happens sometimes, but at this point, would one of them say that London's the best opportunity for them to be successful? But I think the things that we can control, I feel like we've done a good job of creating a really viable option with London. Well, listen, thanks again for giving us some of your time. I know this is a busy time of the year for you. I hope that all those games this season in the UK are going to be a tremendous success. Thanks again. Thank you so much. I hope you guys will all be watching. Alors, je vous rappelle que les Jaguars de Jacksonville vont affronter les Bears de Chicago dimanche matin à 9h30. La rencontre va avoir lieu à Londres et j'aurai l'occasion d'être à la description de cette rencontre en compagnie de Danny Desrivaux. Et la semaine prochaine également, il y aura une 3e rencontre qui sera présentée à Londres. Alors, Marc-André, on va enchaîner
notre survol des rencontres qui seront présentées lors de la sixième semaine d'activité. C'est quoi notre prochaine rencontre au menu? La NFL à l'heure du thé à Londres. Oui, les Commanders de Washington vont affronter les Ravens dans un duel entre deux ex-vainqueurs du trophée Heisman en Jaden Daniels et Lamar Jackson. Ce sera un match qui Oh l'est cru, oui. Didier, que ce sera probablement le match le plus excitant ou le match qu'on anticipe être le plus excitant de la semaine numéro 6 dans la NFL. Les Commanders, vraiment, quelle équipe, quel début de saison. Oui, puis c'est deux équipes géographiquement qui sont une à côté de l'autre, hein. Bien sûr, Baltimore Ouais. qui est à côté justement de Washington. Alors ça, c'est une rivalité naturelle, hein, malgré le fait que les deux formations jouent dans des conférences différentes. Mais quand même, ça mentionné, Jaden Daniels d'un côté face à Lamar Jackson. Lamar qui a été magistral la semaine dernière contre les Bengals de Cincinnati. 348 verges par la passe, 4 passes de toucher, aucune interception. Et son jeu spectaculaire, en plus de ça, là, quand il a échappé le ballon, il l'a Mhm. récupéré, qu'il a acheté du temps, s'est débarrassé de Sam Hubbard afin de repérer, je crois, c'est Isaiah Likely dans la zone début. C'est vraiment quel jeu de la part de Lamar. Mais le joueur qui a comme sauvé les Ravens, ça a été Derrick Henry. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Marc-André, Ouais. parce qu'il connaissait un match tranquille, mais là, au quatrième quart, en Prolongation. prolongation, Ouais. il s'est mis en marche. Est-ce que je me trompe ou Derrick Henry n'est pas un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL? Oh, je pense que tu te trompes. Je pense que Lamar Jackson va avoir des votes avant lui, mais je peux comprendre un peu ton point de vue. Il est tout simplement. On se demandait ce que ça donnerait à Derrick Henry avec les Ravens de Baltimore. Je pense que ça a pris 1 ou 2 semaines à décoller, mais maintenant, on voit vraiment tout le potentiel de cette attaque-là. En fait, c'est Derrick Henry, c'est Lamar Jackson, cette attaque-là, puis les autres, c'est vraiment un duo, puis les autres, c'est vraiment des acteurs de soutien de match en match. Parlez-moi pas de Mark Andrews. On a vu là, un autre allié rapproché avoir deux touchés. Je comprends absolument rien de ce qui se passe. Mais oui, Derrick Henry, il est tout simplement exceptionnel. C'est un peu poussé, je trouve, Didier, mais c'est pas fou. Je pense que Derrick Henry, vraiment, est l'un des joueurs les plus utiles aux Ravens ou de la NFL en ce début de saison. J'ai bien hâte de voir. Chose certaine, ce sera un match entre deux des attaques les plus explosives en ce moment dans la NFL. Washington marque en moyenne 31 points par match. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL. Baltimore, 29 points par match marqués. C'est bon pour le troisième rang dans la NFL. Donc, vraiment, je m'attends à des flamèches dans ce match-là. C'est bizarre, on a voulu même mettre ce match en soirée dimanche, mais on a essuyé un refus, qui est une question de guerre de réseau là, aux États-Unis. Donc, mais j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'à 13 heures, ça sera juste l'espèce d'horaire où j'ai le mot slate. Là, j'essaie de voir la slate de Ah, 13 c'est un heures. des matchs de la semaine, ça, il n'y a aucun doute Ouais, là-dessus. exactement, exactement, exactement. J'ai bien hâte de voir, mais oui, moi, je suis excité par cette confrontation. Ouais, mais est-ce que la défense des Ravens sera en mesure de ralentir Jaden Daniels et l'attaque des Commanders de Washington, ce que personne n'a été en mesure de faire ou à peu près depuis le début de la saison? Parce que Baltimore, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui a accordé le plus Ouais. de passes de 20 verges ou plus dans toute la NFL. On l'a vu, Joe Burrow, c'est pas en raison de l'attaque là, que les Bengals ont perdu ce match-là. En fait, les Bengals auraient probablement dû gagner cette rencontre-là, mais on n'est pas capable d'arrêter les attaques aériennes depuis le début de la saison du côté des Ravens. Souviens-toi, lorsqu'on a perdu contre les Raiders, Gardner Minshew s'était mis en marche là, au quatrième quart. Il avait effectué une remontée. Donc, cette tertiaire-là demeure un problème du côté des Ravens de Baltimore. Et ce que j'aime chez Washington, c'est qu'on a un équilibre. On parle beaucoup de Jaden Daniels. Avec raison, il est sensationnel depuis le début de la saison. Mais la semaine dernière, 34 courses pour 215 verges. Alors, on donne un coup de main à notre jeune carrière. On ne met pas tout le plan de match sur ses épaules. Et puis ça, c'est quelque chose qui est critique avec les jeunes carrières. On le voit depuis que les Bears de Chicago ont plus d'équilibre au sol, qu'on utilise plus DeAndre Swift et l'attaque terrestre. Soudainement, Caleb Williams joue mieux. On a plus de succès. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien du côté de Washington depuis le début de la saison. Je vais choisir les Ravens afin de l'emporter, étant donné que le match est à Baltimore et j'ai encore des questions face à la défense de Washington, qu'elle est aidée justement par le jeu au sol, le fait qu'elle passe moins de temps sur le terrain. Austin Eckler paraît tellement bien. Il a été blessé, là, une commotion la semaine dernière, mais il paraît tellement bien sur le terrain depuis le début de la saison. Ça, c'est une chose vraiment un point que je voulais apporter. Je vais prendre les Ravens aussi dans mon cas.
On est impitoyable par la course du côté des Ravens, mais on est une véritable passoire contre la passe. Je pense quand même que l'expérience de Lamar Jackson, l'expérience des Ravens va avoir le dessus. Les Ravens ont remporté 10 matchs consécutifs contre des équipes de l'Association nationale. Donc, pour moi, je prends les Ravens à domicile également. Les Buccaneers de Tampa Bay vont affronter les Saints en Nouvelle-Orléans. La grande question du côté des Saints, c'est le statut de Derek Carr. Est-ce qu'il sera à son poste? Sinon, on parle de la recrue Jake Hayner. Et personnellement, je préférerais peut-être voir Spencer Rattler avoir un départ ici. Mais on a vu vraiment lors du match du lundi soir que l'attaque des Saints, la ligne à l'attaque des Saints, en a eu plein les bras avec les Chiefs et ça pose problème. Ça rend vraiment l'attaque des Saints vraiment inerte sur un terrain de football. Ouais, mais c'est surtout que Derek Carr, souviens-toi, lors de sa première possession, la première possession des Saints s'est terminée par une interception dont a été victime Derek Carr. C'est ça, Derek Carr, même à l'époque, lorsqu'il était à l'université Fresno State, une des raisons pour laquelle il a été un choix de deuxième ronde au repêchage, c'est que s'il y a de la pression, ça l'affecte énormément. Et lors de la première possession des Saints contre les Chiefs de Kansas City, la pression est arrivée et Carr s'est débarrassé du ballon au lieu d'envoyer ça à l'extérieur des limites du terrain, ben, il a été victime d'une interception. Alors c'est ça, Derek Carr, il faut que pratiquement que tout soit parfait autour de lui afin qu'il connaisse du succès. Il a un bon bras, il a des bons pieds pour se déplacer, pour acheter du temps à l'intérieur de la pochette. Mais c'est ça, Derek Carr, si tu peux appliquer de la pression tôt dans le match contre lui, ça l'affecte énormément. Puis qu'est-ce qu'on a vu malheureusement pour les Saints contre les Chiefs de Kansas City? On va affronter nos rivaux de section, les Buccaneers de Tampa Bay. La dernière fois qu'on a vu les Bucs, on dirait que ça fait longtemps. C'était le jeudi soir dernier, lorsqu'ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner face aux Falcons d'Atlanta. Il faut donner crédit aux Falcons. L'échappée de Bucky Irving a tellement fait mal aux Bucs parce que sincèrement, Tampa Bay aurait dû gagner ce match-là. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment déçu? C'est la performance de l'unité défensive des Bucs. On a accordé Vraiment. plus de 500 verges à Kirk Cousins. Mais là, on est chanceux. On va affronter les Saints, possiblement sans les services de Derek Carr. On enregistre le podcast le mercredi matin. Alors, on n'a pas encore une mise à jour face à l'état de santé de Carr. Mais que Derek Carr soit là ou non, moi, je vais choisir les Buccaneers de Tampa Bay afin de l'emporter. Bucky Irving a commis un revirement coûteux lors du dernier match, mais mon Dieu, qu'il est plus explosif que Rashad White. Ce joueur-là est Ouais, ça talentueux. saute Je aux yeux, pense hein? qu'on. Ouais, ça saute aux yeux, c'est ça. Je pense vraiment qu'on est sur le point de voir un changement de garde. Il gagne du galon semaine après semaine. Moyenne de 5,6 verges par course contre Rashad White, seulement 3,8 verges par course. Ça le dit tout. Quasiment plus que 2 verges de plus par course. Je pense aussi que les Buccaneers vont l'emporter contre les Saints, notamment grâce à du jeu au sol. Et Baker Mayfield connaît quand même une excellente saison. Il a un coefficient d'efficacité sur les terrains adverses de 118 cette saison. Donc, je trouve ça intéressant. Puis oui, les Saints, on est quand même diminué, donc en attaque et en défense. Les Buccaneers, pour moi, ce sera mon choix. Les Lions Ouais, mais de aussi, Détroit. Oui, vas-y. avant qu'on passe à une autre rencontre, juste dernier point, je veux dire, je pense que la défense des Bucks va rebondir. Et puis surtout si Derek Carr n'est pas là, mais que Carr soit là ou non, Todd Bowles, je pense qu'il est capable de concocter là, des blitz, un bon plan de match, justement, afin de mettre la pression sur la protection des Saints de la Nouvelle-Orléans, afin de déranger Derek Carr ou si c'est un autre carrière qui est utilisé, qui n'aura pas beaucoup d'expérience. Tu as mentionné le nom de Spencer Rattler, l'ancien quart de l'Université de South Carolina, qui avait connu un bon camp d'entraînement, Ouais, mais je ne ouais. crois pas qu'il est en santé. Alors, c'est la raison pour OK. laquelle on a vu l'autre quart là, dont le nom m'échappe. C'est la première fois que je le Jake voyais jouer en plus, ce Hayner. carrière-là. Ouais, Jake Hayner. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui a été envoyé dans le match. Mais peu importe, moi, je choisis les Buccaneers afin qu'ils rebondissent et l'emportent. Les Lions de Détroit vont affronter les Cowboys de Dallas. C'est une bonne chose, c'est un bon duel, c'est un bon affrontement pour les Cowboys de Dallas puisqu'on passe à Oui. outrance. Dak Prescott passe à profusion et la défense des Lions est assez vulnérable contre la passe cette saison. Ouais, Dak Prescott, qui a été, si tu me permets l'expression, qui a été clutch contre les Steelers de Mhm. Pittsburgh. C'était pas un match facile à Pittsburgh. La rencontre avait été retardée pendant près d'une heure et demie. En raison des éclairs. Il y avait des orages en région de Pittsburgh. Bref, je me demande si les Cowboys n'ont pas sauvé leur saison en gagnant ce match-là contre Pittsburgh.
Et il y a Donald, le demi à l'attaque, bon, Ouais. qui était victime d'un échappé. Puis encore une fois, Dak a été en mesure de recouvrir le ballon. Et Donald, 87 verges en 20 courses. Clairement, là, il est mieux qu'Ezekiel Elliott. Okay? Même si ce n'est pas un grand porteur de ballon, mais finalement, du côté des Cowboys, on s'est réveillé, on lui remet le ballon plus souvent qu'à Zeke. Et puis, on a marqué qu'il était un peu explosif quand même, Donald. Alors, je pense que c'est prometteur parce qu'on a besoin du jeu au sol. Notre défense, elle est loin d'être bonne. Elle ne peut pas passer énormément de temps sur le terrain, surtout contre les Lions de Détroit, qui ont une attaque explosive. On se doit d'avoir un équilibre au niveau de la sélection de jeu du côté des Cowboys de Dallas afin de contrôler le rythme de la rencontre parce que je ne crois pas, Marc-André, qu'on peut se permettre d'échanger coup pour coup, d'essayer d'échanger coup pour coup avec l'attaque de Détroit. Moi aussi, je pense que ce sera un dur test pour les Cowboys. En fait, je crois que les Lions vont l'emporter, ce match-là. Je pense que les Lions vont en faire voir de toutes les couleurs à la défense des Cowboys. Donc, pour moi, les Lions, sont mon choix. Ils vont l'emporter. Voilà. Jared Goff devrait connaître un fort match. Amon-Ra St. Brown. Bref, toute l'attaque des Lions va être utilisée à bon escient. Moi, je crois aussi, parce que bon, les Lions avaient congé la semaine dernière, alors on est frais et dispo. Et du côté de la défense des Cowboys, on a eu une bonne performance contre les Steelers, mais l'attaque des Steelers, c'est pas une attaque qui est explosive. Mais quand même, je veux juste mentionner ça, parce que les Cowboys étaient sans Michael Parsons et DeMarcus Lawrence. Leur unité défensive qui en a vraiment arraché contre le jeu au sol depuis le début de la saison, elle a accordé seulement 92 verges par la voie terrestre aux Cowboys de Dallas. Mais là, je veux dire aux Cowboys de Dallas, aux Steelers de Pittsburgh. Mais là, ça va être complètement différent. Face à l'excellente ligne à l'attaque des Lions, Jahmyr Gibbs, David Montgomery. Non, non, victoire de Détroit, je crois, de façon peut-être même convaincante. En rafale, maintenant, les Texans de Houston vont se rendre en Nouvelle-Angleterre pour affronter les Patriots. Et ce sera le début de l'ère Drake May chez les Pats. Est-ce une bonne idée? Pas convaincu. On était rendu là, malheureusement pour Drake May. Ça va être difficile pour lui derrière la mauvaise ligne à l'attaque des Patriots de l'Angleterre, mais rendu là, c'est tellement difficile de voir Jacoby Brissett en action. Mais là, bon, au moins il va jouer à domicile, son premier départ, mais Houston a vraiment une bonne ligne défensive. Là. Ça va être Ouais. vraiment difficile. Je choisis les Texans afin de l'emporter, malgré le fait qu'on va être sans les services de Nico Collins. Malheureusement, il a quitté le match la semaine dernière pour avoir réussi à toucher sur une soixantaine de verres. On sait à quel point il est la cible numéro un de CJ Stroud. Il est maintenant un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, mais même sans Collins, les Texans vont l'emporter lors du premier départ de Drake May. Bonne chance, Drake May derrière cette ligne à l'attaque-là. Là. Ouf, ça risque pas d'être beau à voir. J'imagine que les Pats pensent que Drake May peut plus, disons, étirer les jeux, peut-être créer plus d'improvisation Il parce peut pas qu'il être est un pire. meilleur athlète. Non, c'est ça que Jacoby Brissett. Mais Houston, 15 sacs du corps cette saison déjà, 8e rang dans la NFL. Mm. Et moi aussi, j'ai choisi les Texans. Je pense simplement que c'est une meilleure formation tout court. Les Patriots peuvent rester dans un match si l'adversaire court avec le ballon, tente de raccourcir le match. Mais lorsqu'on a une attaque contre la passe explosive, et c'est un peu le talon d'Achille en ce moment des Pats aussi en défense contre la passe, ils sont 26e. Donc pour moi, les Texans vont l'emporter, et même, je te dirais, assez facilement à l'étranger face aux Pats. Les Browns de Cleveland vont affronter les Eagles à Philadelphie et ce sont deux retours bienvenus que ceux de Devontae Smith et A.J. Brown du côté des Eagles. Donc, pour moi, je pense que les Eagles, vraiment, on va voir avec une semaine de congé, retour d'une semaine à congé également, je pense sincèrement qu'on va l'emporter du côté des Eagles face aux Browns. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Ben, t'affiches tes couleurs, tu portes ton chandail des Eagles de Philadelphie. Tu viens de dire, là, il n'y a pas d'excuse côté des Eagles. On revient de la semaine de congé. A.J. Brown, Devontae Smith, de retour au sein de la formation. Aucune excuse. On affronte les pitoyables Browns. En passant, qu'est-ce que Deshaun Watson doit faire pour être plus au banc? Je veux dire, ça n'a pas d'allure, là, à quel point Ça n'a il est pas de mauvais. sens, ça n'a On pas de continue de sens. l'envoyer dans la mêlée. Non seulement ça, Kevin Stefanski le défend lors de ses points de presse. Il dit, il y a plusieurs autres choses qui clochent. Ce qui est très vrai du côté des Browns. Mais la raison numéro un, c'est Deshaun Watson. Si les Eagles perdent ce match-là, là, en tout cas, je ne vais pas en revenir, mais Ah, c'est impossible. C'est parle-moi-en pas. impossible. Philadelphie va gagner Non. ça. Hey, les Browns, juste une petite stat pour toi. L'attaque, cette saison,
affiche une moyenne de 3,8 verges par jeu. C'est le pire ratio de la NFL, évidemment, mais c'est par une demi-verge sur ses plus proches poursuivants. Une demi-verge, c'est énorme. À quel point l'attaque On est a, inerte, est on a inefficace, c'est converti l'enfer. seulement 18% des troisièmes essais, Marc-André. Ça n'a pas 18% de sens. des troisièmes essais Ça ont n'a été pas de sens. convertis par l'attaque de Cleveland. Bref, regarde, on peut passer à un autre match. On n'a pas besoin de Ouais. passer plus de temps que ça à parler des Browns. Les Cardinals de l'Arizona vont affronter les Packers au Lambeau Field. Pour les Packers, il va falloir vraiment connaître un des meilleurs débuts de match parce que lors des deux derniers matchs, on s'est fait dominer 41-17 au chapitre des points en première demi. Donc, il va falloir vraiment travailler sur cette facette du jeu. Hey, tout à l'heure, je disais, est-ce que Derrick Henry est un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL? Les Packers, eux, ils ont un candidat, un des favoris jusqu'à présent là, pour le titre de joueur par excellence en défense. Xavier McKinney, Marc-André, il est rendu à Mhm. 6 revirements provoqués en 5 matchs. C'est une des meilleures acquisitions durant la saison morte. Choisi les Packers afin de l'emporter. Ça a été un bel effort de la part des Cardinals de l'Arizona la semaine dernière à San Francisco. Mais j'aime qu'est-ce que je vois du côté des Packers. J'aimerais juste justement là, que Jordan Love et l'attaque se mettent en marche dès le début de la rencontre, à la place d'attendre en deuxième demi. Mais il y a Tucker Craft, l'ailier rapproché de deuxième année, qui a inscrit 2 touchés la semaine dernière. Alors ça, Que c'est une j'avais arme de plus recommandé au à la niveau disposition de fantasy, Love. je tiens à le dire. Oui, ah, c'est vrai, donne-toi la tape dans le dos, c'est mérité. C'est mérité. Il y a des Choisis choses les qui ne fonctionnent Packers pas, pour ça, je n'en parle l'emporter. pas, mais bon. Quand ça fonctionne pas, on n'en parle Comment? pas, mais quand ça fonctionne, quand ça fonctionne pas, Oui. comme Drake London a laissé sur votre banc la semaine dernière, on n'en parle pas. Hmm. Mais Tucker Craft, je peux me vanter, je peux me donner une tape dans le dos. Ouais, tu choisis les Packers aussi? Oui, je choisis les Packers aussi, ben, justement parce que bon, la défense des Cardinals demeure suspecte. Je pense qu'ils sont 28e contre la course. Je pense que ce sera un bon match pour même habiller Josh Jacobs au niveau fantasy. En fait, pour les Packers en général. Donc, pour moi, je prends les Packers qui vont l'emporter sur les Cards. Les Colts d'Indianapolis vont affronter les Titans du Tennessee qui reviennent d'une semaine de congé. La question qu'il faut se poser, Didier, est-ce que les Colts sont meilleurs avec Joe Flacco qu'avec Anthony Richardson? Non, la réponse est oui. Ça crève les yeux. Plus de quoi? 350 verges par la passe pour Ouais. Flacco, 359, 3 passes de toucher à Jacksonville la semaine dernière. Mais on l'a dit du côté des Colts, si Richardson est en santé, c'est lui qui va obtenir le départ. Écoute, on l'a repêché tôt en première ronde dans le top 5, si je me souviens bien. Ça crève les yeux que Joe Flacco est meilleur. Mais est-ce qu'on a tout misé sur Richardson? Puis Anthony Richardson, c'est qu'il a besoin de jouer pour se développer. Parce que, étant donné qu'il a seulement obtenu quoi, 12-13 départs dans les rangs universitaires, de le garder sur le banc pour qu'il apprenne en observant, je pense pas que c'est la meilleure chose, mais si le but, c'est d'avoir la meilleure formation sur le terrain, il faut que ça soit Flacco, le partant. Tu as vu comment les receveurs de passe, que ce soit Alec Pierce, Michael Pittman Jr., Josh Downs, Mm. sont revenus à la vie depuis que Flacco est dans la formation. Mais les Titans reviennent du bail. Il semble qu'on va continuer avec Will Levis du côté du Tennessee. Le match aller au Tennessee. Étant donné que la défense des Colts est pitoyable, je vais choisir le Tennessee pour l'emporter. C'est vraiment deux corps aux antipodes. Tu as la statue de Joe Flacco, puis tu as l'athlétique Anthony Richardson. C'est comme deux plans de match, deux cahiers de jeu totalement différents. En tout cas, moi, je vais prendre les Titans aussi parce que les Titans, là, tranquillement, ils ont vraiment une excellente défense des Titans, puis je pense que ça va faire la différence contre les Colts, que ce soit Flacco ou Richardson. Donc, pour moi, les Titans, parmi une défense, parmi même les top 5 dans la ligue en ce moment. Donc, moi, les Titans vont l'emporter sur les Colts. Ça, c'est un affrontement quand même intéressant. Les Chargers vont affronter les Broncos à Denver. Et Denver, quand même, 3 victoires de suite. Bo Nix joue du meilleur football. C'est un match que les Chargers doivent, si ils veulent l'emporter, ne doivent pas prendre à la légère. Ouais, les Chargers sont une autre formation qui avait congé la semaine dernière. Alors, j'espère que la cheville de Justin Herbert, bon, elle a pris du mieux. Choisis les Chargers afin de l'emporter. Les Broncos connaissent une bonne séquence, mais sont dus pour perdre un match, j'ai l'impression. Hey, Patrick Surtain connaît, lui, c'en est un autre. Là, je parlais de Xavier McKinney. Là, c'est mon autre joueur qui, présentement, doit être parmi les favoris pour remporter le titre de joueur par excellence de la NFL en défense.
Il a réussi une interception pour un toucher. Et en passant, que dire des uniformes des Broncos la semaine dernière? Là? Ils ont ressorti leur uniforme de Mhm. l'époque de John Elway, les chandails orange Ah, avec le casque bleu, avec le D pour Denver. Je trouvais ça de toute beauté, mais ne porteront pas ces uniformes-là pour une deuxième semaine de suite. Je pense que les Chargers sont frais et dispo après la semaine de congé. Ils vont l'emporter. les Broncos ont gagné les 5 derniers duels entre les deux équipes à domicile, mais je pense que ça va s'arrêter. Moi aussi, je prends les Chargers. Les Steelers de Pittsburgh vont affronter les Raiders à Las Vegas. C'est un duel entre une défense élite et une attaque qui en arrache et qui se cherche. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Ah, la semaine dernière, comme les Jets et Raiders, c'était une autre de ces formations-là où on disait que la marde était pognée, comme on dit. Il n'y a rien Ouais, qui s'est amélioré parce que là, on a même non. une controverse, entre guillemets, à la position de carrière. Gardner Minshew a été remplacé par Aiden O'Connell, qui, lui, ben, il a été égal à lui-même. Je parlais de l'interception pour un toucher de Patrick Surtain. Quelle mauvaise décision de Minshew. Je ne sais pas si tu l'as vu. Quelle crampe au cerveau. C'est une des pires passes. C'était une interception à la Will Levis. Bref, je pense qu'on a besoin de parler longtemps de ce match-là. Je vais choisir les Steelers afin de l'emporter, mais l'attaque terrestre de Pittsburgh, Najee Harris, la semaine dernière, m'a encadré 14 courses, seulement 42 verges. En carrière, Najee Harris, 3,9 verges par course en moyenne. Bon, il n'est pas très explosif, mais les Steelers ont trouvé une façon de l'emporter face aux Raiders. La déroute a commencé là, du côté de Las Vegas. Dans Jay Harris, je l'ai toujours dit, c'est le meilleur porteur de ballon avec une moyenne de 3 verges par course dans la NFL. Peut-être parler aussi, peut-être passer un petit, ne pas passer sous silence la prestation de Brock Bowers la semaine dernière, 97 verges, 8 catchs, un touché. Je pense vraiment que c'est lui qui va profiter, disons, du départ de Devante Adams, du départ imminent de Devante Adams du côté des Raiders. Mais moi aussi, je choisis les Steelers. Je peux pas croire. J'endosserai pas les Raiders en ce moment. C'est pas vrai. Non. Les Falcons d'Atlanta vont affronter les Panthers en Caroline. Écoute, Didier, on est déçu de Bijan Robinson depuis le début de la saison. Écoute, là, le festin est sur la table, le buffet est là. Il est à la Casa Corfu en ce moment, là, la semaine prochaine. S'il ne mange pas à sa faim, il y a un problème. Ça va jamais arriver, hein? Alors, bien Non. sûr, choisir les Falcons afin de l'emporter. Bon, c'est un match de section. Généralement, les matchs de section, c'est une rivalité, sont plus serrés qu'on peut l'anticiper, mais la défense à Caroline, elle est vraiment pourrie. Comme tu dis, là, ça devrait être un buffet pour tout le monde. On l'a vu, Cousins a Mhm. amassé plus de 500 verges par la passe contre les Buccaneers. Rick London avait connu un bon match. Mais là, c'est le temps, justement, comme tu viens de dire, pour B. John Robinson de connaître un gros match en termes de fantasy football. Alors, je sélectionne les Falcons afin de l'emporter contre la Caroline. Moi aussi, les Falcons, les Panthers, Didier, leurs 4 défaites ont été en moyenne par 24 points. Donc, mon Ouais. Dieu, c'est épouvantable du côté des Panthers. Moi aussi, je choisis les Falcons. Et finalement, les Bengals de Cincinnati, dimanche soir, vont affronter les Giants à New York. Les Giants, 22 sacs du corps. Vraiment, leur ligne défensive fait flèche de tout bois en ce moment, premier dans la NFL. J'ai bien hâte de voir ce match-là, mais je pense personnellement que les Bengals, l'attaque est partie. Je pense écoute, on n'a pas le choix. Faut vraiment gagner ce match-là du côté des Bengals. Alors, qui tu choisis entre les Les Bengals et les Bengals. Je vais Giants, prendre les toi? Bengals. Je vais prendre les Bengals. Ouais, ouais. J'ai le goût de prendre les Bengals, mais leur défense, elle n'a pas arrêté personne depuis le début de la saison. Ouais, Nous, c'est ça. À Numero, le coordinateur de la défense, il y a quelques années, on se dit, ah, c'est un candidat à titre d'entraîneur-chef. Mais là, si ça continue, il va perdre son emploi, lui. Zach Taylor va devoir trouver un bouc émissaire. On le sait, c'est comme ça marche dans la NFL. Regarde ce que les Jets ont fait avec Salah. On a un dossier de 1-4. Deux fois cette année, on a perdu des avances de 10 points. Écoute, on devrait avoir une fiche gagnante du côté des Bengals, mais c'est vraiment la défense qui en arrache. Pour les Giants, ça a tellement été une grosse victoire à Seattle. Moi, j'étais certain qu'ils allaient se faire Ah, éclater. J'ai ouais, moi aimé qu'est-ce aussi. que j'ai vu des Giants. Tu sais, tu viens de mentionner la ligne défensive, les porteurs de ballon. Encore une fois, on était sans Malik Neighbors et Devin Singletary, Tyron Tracy, Eric Gray. Ils ont connu de bons matchs. Darius Slayton, il a connu d'excellentes rencontres. Je n'en viens pas, je vais choisir les Giants qui vont jouer à domicile. Je Wow. pense qu'il y a un vent positif du côté de Big Blue. Et puis, comme je l'ai dit, les Bengals sont incapables d'arrêter personne. D'accord, Didier, ça a fait le tour. On a fait le tour d'horizon. On a vraiment parlé de tous les matchs de la NFL. J'ai bien hâte de voir.
Le tableau maintenant des prédictions, qu'est-ce que ça a l'air? Oh, j'ai pris les Oui, devants ben quand on le voit, même. bon. Ah, ben écoute, parmi nous trois, là, c'est toi qui as Ouais, l'avance avec ta fiche de ouais. 47 et 31. Et on a trois meneurs présentement. On le voit ici, Marie 01, Go Pago et Hail Mary, qui ont 50 bonnes prédictions depuis le début de la saison. Alors, chapeau à ces trois-là. Moi, six matchs derrière eux. Guillaume, il aime ça parier. Hein? Guillaume, il prend des chances à toutes les semaines. Et puis là, il Ouais, se retrouve avec une fiche perdante, là, par exemple. ouais, ouais, ouais. Moi, à 3 matchs, il va falloir peut-être que je prenne des chances comme les Jaguars la semaine dernière, mais il faut vraiment calculer nos chances. Faut calculer les risques dans la vie. Oui, exactement. Prendre des risques calculés, mais clairement, Guillaume, il a un côté parieur, lui. Oui, Il aime aller oui, à oui, Vegas. oui, 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 Bon, ben oui. parfait. Puis on vous remercie hein, aux gens qui participent à notre pool de football. Alors, on verra qui sera en mesure de terminer en tête, mais là, les quarts se creusent. En tout cas, entre moi et les meneurs, toi, tu es à trois matchs tout simplement derrière eux. Alors, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football. Marc-André, tu vas y aller de tes recommandations. Quel joueur à faire jouer, quel joueur à clouer au banc cette semaine, comme on le fait traditionnellement. On va commencer avec la position de carrière. Tout à l'heure, on a parlé de Caleb Williams. Tu disais qu'à chaque semaine, on a vu une amélioration de sa part et tu sembles partager mon opinion. 2 fois, elle a obtenu plus de 19 points fantasy à ses 3 derniers matchs. 2 fois dans le top 10 à la position à ses 3 derniers matchs également. Et on en a parlé, les Jaguars sont vraiment exécrables contre la passe. Ils ont accordé le plus haut total de points au quart adverse cette saison. Pour vous donner un exemple, Joe Flacco a terminé au 4e rang à la position de quart la semaine dernière. On a dit 359 verges, 3 passes de toucher. Euh, Caleb Williams la semaine dernière contre les Panthers, il a été excellent, plus de 300 verges. Je m'attends à une performance semblable dans son cas, même si c'est à Londres, même si c'est sur un terrain neutre, même si parfois les matchs en Angleterre sont à plus bas pointage qu'anticipé. Je pense que Caleb Williams va se démarquer et connaître une autre bonne journée fantasy. On parle ici d'un quart dans le top 10 assez facilement, selon moi, à la position. Ouais, la température va être à surveiller et souvent en Londres, il y a Mhm. de la pluie. On l'a vu au début de la rencontre entre les Jets et les Vikings, il n'y en avait pas. Mais là, je pense en deuxième demi, il a commencé à pleuvoir. Puis là, tu vois des joueurs qui glissaient sur le terrain. Alors ça, c'est quelque chose à surveiller. Maintenant, quel est le carrière qui, selon toi, doit être cloué au banc cette semaine? Je vous avais conseillé d'habiller Brock Purdy ou d'insérer Brock Purdy la semaine dernière. Ça n'a vraiment pas été un franc succès contre. Pourtant, la défense des Cards est une défense qu'on peut attaquer au niveau fantasy. Brock Donc Purdy là, tu vas visait seulement punir Purdy cette semaine en le gardant au banc? exactement contre les Seahawks. Je pense qu'il faut vraiment attendre dans son cas de voir comment que l'attaque des 49ers va se réorganiser dans les prochaines semaines. Il a obtenu seulement 16 points fantasy, ce qui est quand même correct, une seule fois cette saison. Le problème, Didier, c'est qu'il n'a que 6 passes de toucher en 5 matchs. On court beaucoup au sol. Jordan Mason fait de l'excellent travail. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas la même équipe sans Christian McCaffrey. Oui, on a retrouvé Brandon Ayuk, on a retrouvé Debo Samuel, George Kittle. Et oui, lors de la semaine numéro 6, on en a parlé, les Seahawks. Les Seahawks ont connu vraiment 2 matchs vraiment exécrables défensivement, mais ça reste qu'ils accordent seulement 183 verges par la passe par match depuis le début de la saison. Lors des 2 dernières semaines, les Seahawks, oui, Jared Goff a obtenu plus de 20 points fantasy, mais il a terminé un match. Ça a pris une performance de 12 en 12, on s'en souvient, pour connaître un fort match. Et bon, Daniel Jones, c'est un peu, je pense que, tu sais, faut pas. C'est peut-être une anomalie. On a vraiment couru au sol du côté de Daniel Jones également. Et également, les 49ers, c'est une courte semaine pour eux aussi. Donc, pour moi, je pense que je laisserai Brock Purdy sur mon banc si vous avez évidemment d'autres options. Ah, j'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est un des duels cette semaine qui m'intrigue, le 49ers Seahawks. On va se tourner maintenant à la position de porteur de ballon. Tu sembles croire que justement, là, le départ de Robert Saleh, ça va avoir un impact sur l'attaque des Jets, du moins à la position de porteur de ballon. Je pense que j'ai besoin de rassurer, Didier, les propriétaires fantasy de Brees Hall parce que c'est vraiment pas le fun en ce moment. Posséder Brees Hall au niveau fantasy et on sait qu'on l'a repêché potentiellement dans le top 5 de vos repêchages 5, 6. Bref, en première ronde, assurément. Donc, je vais dans un vote de confiance envers Brees Hall cette semaine.
Oui, vous allez me voir regarder les stats. 1,4 verges par course à ces 2 derniers matchs, c'est tout simplement Ouf. anémique. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est vraiment, c'est vraiment pourri. On peut utiliser le C'est terme pas pourri à bon. ce niveau-là. Mais ceci dit, le remède, c'est la défense des Bills contre la course. La semaine numéro 6, Buffalo accorde, vous voyez, 34,3 points fantasy par match au porteur de ballon. C'est le plus haut total de la NFL en ce moment. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si Brees Hall ne connaît... On n'appuie pas sur le bouton panique en ce moment, mais si Brees Hall connaît un autre match difficile, là, je vais commencer à penser, à me poser des questions. Mais en ce moment, il a quand même une charge de travail intéressante, une charge de travail de porteur de ballon numéro un. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je pense qu'il va avoir des jours meilleurs dans le cas de Brees Hall. C'est sûr que je le trouve moins explosif. Hein, on parlait ça saute aux yeux. Il est moins explosif que Braden Allen en ce moment. Ouais. Mais je pense que Brees Hall, par la passe également, les Bills, on est vulnérable à la position de porteur de ballon par la passe. Je pense que c'est une bonne semaine pour que Brees Hall revienne dans les bonnes grâces au niveau fantasy. Ouais, reste à savoir si c'est ça. Est-ce que Braylon Allen va venir mêler les cartes? Est-ce que c'est lui qui sera Mm-hmm. pas le plus productif? Parce que je pense sincèrement qu'on pourrait connaître du succès en courant contre la défense des Bills, qui, je le rappelle, comme tu viens de dire, elle n'a pas arrêté la course pendant la majorité de la saison jusqu'à présent. Maintenant, quel est le porteur de ballon que si on peut se le permettre, on doit garder sur le banc? Le porteur qui était numéro 2 chez les Pats la semaine dernière, Ramondre Stevenson, ça a été seulement le laisser sur le banc de façon, c'était vraiment protocolaire puisqu'il l'a vu rapidement du terrain. 12 courses seulement, 89 verges contre l'une des pires unités contre la course, celle des Dolphins la semaine dernière. Il y a vraiment eu un touché sur 33 verges. C'est vraiment ça qui a sauvé sa journée fantasy. Sinon, ça aurait été plus difficile. Le problème avec les Pats et Ramondre Stevenson cette semaine, c'est que je pense qu'on va jouer du football de rattrapage avec Drake May au poste de quart. Je pense que les Texans sont une bien meilleure formation. On va prendre les devants rapidement. Ça pourrait limiter les opportunités pour Ramondre Stevenson dans le champ arrière des Pats la semaine dernière. Houston a accordé le 7e plus bas total de points aux porteurs de ballon adverses cette saison. Pour vous donner un exemple, ils ont accordé en moyenne 18 points aux porteurs de ballon par match au niveau fantasy, tandis que les Dolphins la semaine dernière, c'était supposément 28. Donc, c'est 10 de moins. Donc, c'est quand même intéressant. Pour ces raisons, je pense que Ramondre Stevenson ne connaîtra pas une bonne semaine. Si vous avez une autre option, la position de porteur de ballon, je vous conseille peut-être d'utiliser un autre porteur. On a parlé de Rico Dowdle tout à l'heure. Ça peut être un joueur qui, selon moi, pourrait avoir des statistiques semblables à Ramondre Stevenson cette semaine. Oui, Darnold qui est devenu l'homme de confiance, il semble, en tout cas, du côté des Cowboys de Dallas. Maintenant, chez les receveurs de passe, Darryl Mooney est le receveur le plus explosif des Falcons d'Atlanta. On sait, Drake London, lui, il a connu un fort match la semaine dernière, mais London, c'est pas un receveur qui va créer de la séparation. Et Mooney, ben lui, on le voit, là, qui devient une pièce intéressante là, au sein de l'attaque des Falcons. On se rend compte que c'est peut-être Justin Fields le problème dans le cas de Darnell Mooney, hein, Didier? Ciblé 16 fois, c'était épouvantable la semaine dernière, 105 verges et 2 touchés. Vraiment, ça a été un match, la grande éclosion pour Darnell Mooney. Je pense que c'est un joueur qu'on peut insérer dans notre flex, dans notre pivot au niveau fantasy avec confiance. Il a récolté plus de 10 points fantasy dans 3 de ses 4 derniers matchs. Il représente donc un excellent plancher également. Il est l'un des 4 receveurs de la NFL avec 8 catchs de plus de 20 verges cette saison. Tu viens d'en le dire, il est explosif. Lors de la semaine numéro 6, on affronte les Panthers de la Caroline. Est-ce besoin d'en ajouter? Les Panthers accordent en moyenne 35 points à la position de receveur de passe au niveau fantasy. Ils sont dans le top 10 vraiment pour les points accordés aux receveurs. Donc, pour moi, Darnell Mooney, pendant qu'on va vraiment surveiller étroitement Drake London, il va avoir, je pense que Darnell Mooney va pouvoir vraiment s'amuser aux dépens des pauvres Panthers cette semaine. Bref, faites jouer tous les joueurs des Falcons que vous avez au sein de votre formation Exactement. Fantasy Football. Le buffet devrait être ouvert en Caroline. Maintenant, quel est le receveur de passe qu'il faut garder sur le banc cette semaine? J'adore Brian Thomas, mais je vous mets en Non, garde cette semaine non, que pas Brian Thomas. ce sera potentiellement pas Marc-André. une ce sera potentiellement pas une semaine très explosée pour Brian Thomas pour plusieurs raisons. Je le sais qu'il mène les recrues de la NFL pour les verges sur réception après 5 semaines. Il a été ciblé 35 fois, donc le volume est là du côté de Brian Thomas. Sauf que les Bears, Didier, sont vraiment excellents contre la passe.
7e plus bas total de points Mm. alloués aux receveurs adverses cette saison. Et je me questionne sur Trevor Lawrence également. On a vu le bon Trevor Lawrence la semaine dernière. Est-ce que, mais là, on dirait que Trevor Lawrence, il est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein? Le mauvais Trevor Lawrence peut ressortir peut ressortir à tout moment. Puis ça, ben, ça me fait peur Oublie un pas, peu. il a C'est bien un joué excellent. contre la défense des Colts qui est pitoyable. Ouais, Hein? Mm. exactement, exactement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Brian Thomas, ce ne sera pas un receveur numéro 1 ou numéro 2 d'une formation fantasy. Je le vois plus comme pivot cette semaine, comme flex, comme receveur numéro 3, dépendamment de vos poules. Je ne m'attends pas à grand-chose. Je pense qu'il peut franchir la barrière des 10-12 points fantasy en format standard, mais je ne m'attends pas à une semaine vraiment de 20-25 points fantasy, comme on a vu la semaine dernière du côté de Brian Thomas. Ah, ça me fait mal au cœur. J'aime tellement Brian Thomas. Écoute, s'il peut Mhm. marquer un toucher, des fois, tu sais, un toucher de 50 verges, boum, c'est 11 points. Exact, C'est un jeu. exact. Il est capable de le faire, on le sait. On a remarqué à quel point il est rapide et explosif. Là. Maintenant, position d'ailier rapproché. Quel est l'ailier rapproché qui pourrait connaître un bon match cette semaine, là, qui est un must start, comme on dit? On cible la passoire qui est la défense contre la passe des Ravens de Baltimore avec Zach Ertz côté des Commanders de Washington. Je pense que c'est une bonne semaine pour Zach Ertz. La semaine dernière, 2 réceptions seulement divergent contre les Browns de Cleveland. C'est pas excellent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été ciblé 8 fois par Jaden Daniels. C'est un sommet chez les Commanders à égalité avec Terry McLaurin. Et donc, comme je le disais, lors de la semaine numéro 6 contre les Ravens, euh, c'est de bon augure. Si tu es ciblé 8 fois, selon moi, tu risques d'avoir de meilleures chances d'avoir de la production fantasy. Baltimore ont accordé le 3e plus haut total de points aux alliés rapprochés adverses cette saison. Donc, pour moi, Zach Ertz, c'est sûr que je vous donne des noms d'alliés rapprochés qui ne sont pas des must-start, qu'on ne doit pas insérer sans bouger semaine à semaine. C'est plus des streamers, hein, des joueurs qu'on peut aller chercher sur votre fil Ouais. de joueurs autonomes. Mais je pense que Zach Ertz est un de ceux-là cette semaine. Il pourrait connaître une bonne semaine. Ouais, c'est difficile cette année pour les ailiers rapprochés. Au moins, là, il y a Ouais. maintenant Travis Kelce là, qui s'est réveillé depuis la blessure à Rashee Rice. On le cible plus souvent, puis il répond à l'appel. Un ailier rapproché, il faut garder sur le banc cette semaine, selon toi. C'était cool, Dallas Goddard, hein, en l'absence de Devontae Smith et de A.J. Brown, ciblé 19 fois lors des 2 derniers matchs des Eagles. On se souvient, 170 verges et 62 verges lors des semaines 3 et 4. Mais justement, avec le Ouais. retour des 2 receveurs étoiles, ce sera plus compliqué. Il va redescendre dans la hiérarchie à la position de receveur. Il avait été ciblé seulement 9 fois au total lors des 2 premiers matchs, pardon. Et lors de la semaine numéro 6 contre les Browns, je viens d'en parler, les Browns ont vraiment été très bons. Ils excellent contre les ailiers rapprochés adverses. Zach Ertz, je viens de vous le mentionner, 10 verges, seulement 2 réceptions. Donc, pour moi, Dallas Goddard est à laisser sur votre banc cette semaine. Ah, mon Dieu. Je me dis, là, si l'attaque des Eagles en arrache encore une fois face aux pitoyables Browns, ouf, ça risque d'être une longue saison. Là. Est-ce que Nick Sirianni ne va pas même devenir le prochain entraîneur-chef à perdre son poste? Ça, Il pourrait. ça reste à voir, ça. Il y a plusieurs candidats là, pour être le prochain entraîneur-chef congédié. Bon, ben Marc-André, on a fait le tour. Hey, je te remercie pour ta contribution pour cet épisode du podcast et bien sûr, tes conseils Fantasy Football. Le moment est venu où je réponds à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. On a reçu 4 questions cette semaine, dont 3 par vidéo. On va commencer par la question courriel qu'on a reçue. Alors, merci de nous avoir envoyé vos questions. Alors, la question nous vient de Gabriel. Salut Didier. Quelle équipe te déçoit le plus en ce début de saison et pourquoi? Oh, ça, c'est vraiment une très bonne question. Je vais aller avec les Eagles de Philadelphie. On en a parlé tout à l'heure avec Marc-André, notamment. Si je crois sincèrement que les Eagles s'étaient améliorés durant la saison morte, notamment avec le repêchage qu'on a eu. On a repêché des demi-défensifs et je pensais que la ligne défensive allait jouer comme elle l'avait fait en 2022, mais surtout que Jalen Hurts allait rebondir à la suite de sa saison difficile qu'il a connue l'année dernière. Et c'est vraiment pas le cas. Jalen Hurts est devenu une machine à revirement. Défensivement, mis à part le match à la Nouvelle-Orléans, on a beaucoup d'ennuis. L'ajout de Saquon Barkley, oui, ça a été un positif, mais là, en raison des blessures qu'on a eues à Devontae Smith et A.J. Brown, c'est comme si là, on avait juste deux bons joueurs en attaque. Il nous restait Saquon Barkley et Dallas Goedert. Après la semaine de congé,
J'ai bien hâte de voir si les Eagles de Philadelphie vont pouvoir jouer à la hauteur des attentes que j'avais envers eux. Mais pour moi, ce sont les Eagles qui me déçoivent le plus. Merci, Gabriel, de nous avoir envoyé votre question. On va maintenant se tourner vers les questions qu'on a reçues en vidéo. Bonjour Didier. Donc, cette semaine, encore une fois, ma question concerne les Browns de Cleveland et Deshaun Watson, parce que c'est un feu roulant de conneries, cet homme-là. Là, il décide de quitter le terrain en 4e essai. Moi, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas aux joueurs de quitter le terrain puis d'abandonner comme ça. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ce geste-là? Et puis, quel effet ça va avoir sur ses coéquipiers d'avoir ce type de comportement-là? Puis, ultimement, combien de temps il lui reste-t-il à Cleveland? J'espère qu'il est sur la fin. Bonne journée. Merci beaucoup, Régis. Régis, qui est notre partisan, notre fan numéro 1 au podcast Le Sac du Car. Ben écoute, Régis, ce qu'il faut dire pour la situation précise dont tu parles, parce qu'on l'a vu ça sur les réseaux sociaux, on disait que Watson a quitté le terrain en situation de 4e essai, mais il faut préciser que les Browns avaient une pénalité pour avoir trop d'hommes dans le caucus. Alors, c'est la raison pour laquelle il a quitté le terrain, parce que rendu là, ça ne servait à rien, on allait recevoir la pénalité. Alors, les gens sont partis avec ça dimanche après-midi sur Twitter, sur X, mais c'était faux, ça, toutefois. Il n'a pas quitté, il n'a pas abandonné ses coéquipiers sur le terrain. C'est qu'on venait de recevoir une pénalité, donc il n'allait pas avoir de jeu. Du moins, on allait devoir y aller d'un botté du côté des Browns de Cleveland. Alors, j'en reviens pas là que je suis en train de défendre Deshaun Watson, mais pour ce jeu-là, précisément, il n'était pas dans le tort. Mais Régis, les Browns sont pognés avec Deshaun Watson. Son contrat est garanti. Donc, on est prêt avec lui. Deshaun Watson, après le propriétaire Jimmy Haslam, c'est lui la personne la plus puissante au sein de l'organisation des Browns de Cleveland. On a congédié notre coordinateur à l'attaque qui a connu du succès avec Joe Flacco parce que Watson, lui, il n'aimait pas son système. On n'a pas ramené Joe Flacco à Cleveland parce que Watson se sentait menacé par la présence de Joe Flacco. Puis ce Flacco a démontré qu'il était un meilleur carrière présentement que de Deshaun Watson. C'est une pomme pourrie, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et on est prêt avec. Et pour ses coéquipiers, lorsque tu regardes le langage corporel des coéquipiers de Watson, on n'a pas l'impression qu'il l'apprécie vraiment. Alors, ouais, c'est vraiment une situation désastreuse pour Kevin Stefanski. Kevin Stefanski a déjà été sélectionné 2 fois depuis le début de sa carrière en tant qu'entraîneur de l'année du côté de la NFL, entraîneur-chef de l'année. Il sait qu'est-ce qu'il fait. On l'a vu l'année dernière qu'il est un bon coach, mais il est prêt avec Deshaun Watson. Le pauvre, lui, il doit défendre Watson publiquement lors des points de presse lorsque les reporters lui posent des questions. Alors, c'est un fiasco. C'est un fiasco, c'est un désastre auquel on assiste à Cleveland. J'ai juste hâte de voir de quelle façon ça va se terminer. Mais ouais, c'est sans issue présentement pour les Browns. Deshaun Watson retient la concession de Cleveland au grand complet en otage. Maintenant, le propriétaire des Browns, il tenait à ce que Deshaun Watson devienne le carrière de son équipe, le visage de sa concession. On ne peut pas se sentir mal pour Cleveland à ce niveau-là. Alors, c'est ça qui est ça, comme on dit, du côté des Browns. Hey, Régis, encore une fois, un gros merci pour l'envoi de votre question. Alors, on va se tourner vers notre deuxième question qui nous a été envoyée en vidéo. Je vous invite à le faire également. Envoyez-nous ça à l'adresse courriel du podcast, lecsacducar@commercialgmail.com. C'est très simple. Envoyez-nous vos questions par vidéo si vous êtes en mesure de le faire. Bonjour Didier, j'espère que ça va bien. En fait, je vais tout simplement commencer par te féliciter pour ton excellent podcast. Ça fait plusieurs années carrément que je suis abonné et avec les changements qu'il y a eu récemment, là, je trouve que tu fais vraiment un excellent travail. Donc, félicitations pour ça. J'aime beaucoup le fait que tu développes un peu une communauté football ici au Québec francophone. Et justement, ma question avait un peu rapport avec ça cette semaine. On a vu là, la Ligue canadienne aller à Halifax. Là, cette année, c'était à Victoria, là, faire des touchés Pacifique, touchés Atlantique. Et là, ça parle beaucoup
beaucoup de Québec. Évidemment, une ligue à 9 équipes qui en manque une dans l'Est. Je pense que Québec, ça ferait beaucoup de sens, surtout avec l'état, la santé du football au Québec en ce moment, avec les résultats des Alouettes, les joueurs québécois dans la NFL et les talents locaux qui sortent là, jouer dans l'NCAA plus que jamais. Donc, je me demandais, toi, de ton côté, là, en tant que figure de proue, si on veut, de cette communauté-là football, pardon, un peu partout au Québec, je me demandais si tu avais entendu peut-être parler de l'intérêt de certaines personnes d'emmener une équipe de la Ligue canadienne de football à Québec. Je sais que le Rouge et Or a énormément de popularité là-bas, ce qui prouve, selon moi, là, tout simplement à quel point les fans de Québec méritent une équipe pro. Puis, selon moi, les deux, là, le Rouge et Or et l'équipe de la CFL pourraient travailler comme en symbiose pour avoir beaucoup, beaucoup de succès. Là-bas, puis ça ferait du bien à la Ligue. Et moi, personnellement, j'ai jamais connu de ma vie une rivalité canadien-nordique. Je me dis que ça serait incroyable de vivre ça au football, là, le Québec Bowl. Donc, je me demandais si tu pensais que toi aussi, ça serait un coup de circuit retentissant pour les gens de Québec d'avoir enfin une équipe professionnelle de football là-bas. Donc, merci beaucoup. Lâche pas ton excellent travail. Et je voulais juste savoir qu'est-ce que tu en pensais de cette idée-là. Merci beaucoup. Bye-bye. Tout d'abord, merci à toi pour tes beaux compliments. C'est grandement apprécié en mon nom, en celui de Marc-André et de Guillaume. Le Québec Bowl, ouais, j'aime ça, j'aime le nom. En théorie, ça sonne comme une bonne idée, mais personnellement, j'aime qu'est-ce qu'il y a à Québec. Le fait que toute la population se range derrière le Rouge et Or, derrière une équipe universitaire. On le voit dans certaines régions des États-Unis où le football universitaire est plus populaire, même que le football de la NFL, en particulier dans le sud des États-Unis. Et puis, c'est ce qu'on voit à Québec, le football universitaire qui est plus populaire que celui de la Ligue canadienne. De voir 20 000 personnes être rassemblées sur le campus de l'Université Laval afin d'encourager leur équipe favorite, le Rouge et Or. Personnellement, je trouve que c'est de toute beauté. Qu'est-ce qu'on a été en mesure de créer depuis là, depuis le milieu, fin des années 90 à Laval. Je veux pas voir ça disparaître. Et puis, si on est pour ajouter une autre équipe du côté de la Ligue canadienne, ça fait des années qu'on nous parle d'ajouter une 10e équipe du côté des Maritimes. Mais bon, Randy Ambrosie, le vendeur de voitures usagées, qui est comme le commissaire de la Ligue canadienne, ça fait des années qu'il nous parle de ça. Il n'y a rien de concret qui se fait. En fait, depuis la pandémie, on n'entend presque plus parler de ce projet-là, mis à part de Randy Ambrosie. Mais comme je vous dis, c'est comme s'il essaie de vendre un rêve. Euh, un rêve là, qui semble pas avoir quelque chose de base, de solide. Une rivalité Québec-Montréal, oui, c'est certain que ça serait intéressant, mais moi, j'aime qu'est-ce que je vois à Québec, le support que la population a pour le Rouge et Or. Je trouve que c'est de toute beauté. Je n'aurais pas essayé de déranger ça avec l'arrivée d'une équipe de la Ligue canadienne de football. Alors, la 10e équipe, j'aimerais voir ça du côté des Maritimes encore une fois. Est-ce que ça va arriver? C'est tellement longtemps qu'on parle de ça. Je vais y croire lorsque je vais le voir. Mais non, moi j'aime ça. Le fait que le Rouge et Or est l'équipe de football numéro 1 à Québec, une équipe universitaire soit la formation de football la plus populaire dans une ville comme Québec. Personnellement, je trouve ça de toute beauté, l'engouement qu'il y a pour le Rouge et Or. J'espère que ça va se poursuivre pendant de nombreuses années. Encore une fois, merci pour votre vidéo, merci pour pour les compliments, pour les bons commentaires. Ils sont grandement appréciés. Bonjour Didier. À l'aube de la 6e semaine, on a vu que les Jets ont congédié Robert Salé. Moi, je voulais savoir, selon toi, il y a beaucoup d'équipes qui surprennent dans le bon sens, puis d'autres dans le moins bon sens. Selon toi, quelle autre équipe pourrait congédier leur entraîneur-coach? Donc, merci Didier pour ta réponse. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir envoyé cette question. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, l'entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, selon moi, il doit faire attention. Là. Les Eagles sont mieux d'éclater les Browns de Cleveland, plus d'excuses du côté de Philadelphie. A.J. Brown et Devontae Smith devraient effectuer des retours au jeu. La même chose pour Lane Johnson, l'excellent bloqueur à droite. On se souviendra que du côté de la direction des Eagles de Philadelphie, à la fin de la saison décevante 2023 des Eagles, on s'était rencontrés, on avait évalué la possibilité d'y aller d'un changement à la position d'entraîneur-chef. Finalement, on a décidé de garder Sirianni, mais les Eagles se doivent de mieux jouer. Et Doug Peterson n'est pas sorti du bois. Les Jaguars ne sont pas sortis du bois. Ils ont été en mesure de défaire les Colts à tout prix. On doit aller chercher une autre victoire du côté de Jacksonville. Alors, je dirais Nick Sirianni et Doug Peterson. Il ne faut pas oublier Tony Pierce à Vegas. Hein? On dirait que Pierce est en train de perdre complètement le contrôle du vestiaire. Alors, je dirais que ces trois entraîneurs-chefs-là, on va garder un œil sur eux si leur équipe ne sont pas en mesure de se replacer au cours des prochaines semaines.
Alors, merci aux questions que vous nous avez envoyées. J'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On n'a pas parlé des Alouettes qui avaient congé. C'est un long congé là, pour les Alouettes. Ils seront finalement de retour en action lundi, le 14 octobre, alors qu'ils vont recevoir la visite du Rouge et Noir d'Ottawa. Il ne reste plus que 3 matchs à la saison régulière des Alouettes. Le moment est maintenant afin que les hommes de Jason Maas se replacent. Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire? Je vous rappelle que Montréal a seulement gagné un match depuis la fête du travail. Alors, on verra quel genre de performance les Alouettes vont offrir contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors, merci d'avoir regardé cet épisode du podcast Le Sac du Cœur et je vous reparle la semaine prochaine.